euh, TikTok. Donc le sujet autour duquel je voudrais qu'on réfléchisse, ce sont les actualités récentes, les plus récentes, fraîches d'ailleurs. Nous avons vu une mobilisation folle. Les médias, certains médias estiment ça à 500 000 personnes, d'autres l'estiment à 1 million, d'autres disent 2 millions, mais peu importe. Moi, je ne suis pas spécialiste du comptage des gens dans la marche. Je me rappelle que quand j'étais encore en France, j'étais quand même attentif à la façon dont les journalistes et puis des personnes qui étaient spécialisées sur le sujet comptaient le nombre de participants, mais c'est pas mon domaine. Mais on sait quand même que c'est une très grande mobilisation qui a eu lieu à Yopougon. Donc une marche de protestation, une marche de contestation contre le 4e mandat de trop du président Alassane Ouattara. Donc cette marche est appelée Front commun, donc qui rassemble les différents grands mouvements politiques de l'opposition, mais notamment le PPAC du président Laurent Gbagbo et puis le PDCI RDA aujourd'hui présidé par Tidiane Thiam. Donc voilà, c'est tout un collectif de partis politiques de l'opposition. Mais pour moi, au-delà de ça, je pense que c'est une mobilisation citoyenne parce qu'on ne peut pas considérer que c'est seulement des militants de ces partis-là qui ont mobilisé de manière, qui se sont mobilisés massivement hier. C'est une marche citoyenne, mais il y avait quand même évidemment des donneurs d'ordre. Il y avait des mouvements politiques qui sont encore aujourd'hui légitimes en Côte d'Ivoire, qui ont donné ce ordre pour cette mobilisation populaire massive. Donc, depuis hier, des images circulent sur la toile. Peuple togolais, ben voilà, regarde, j'ai tellement vu des commentaires qui m'ont, pour moi en tant qu'intellectuel, qui m'ont beaucoup interpellé. C'est un peuple lâche, nous sommes lâches au Togo, nous ne faisons que faire du béret maintenant, on n'est pas solidaires entre nous, on ne sait pas ce qu'on fait entre nous. Mais j'ai tellement vu des choses circuler sur WhatsApp, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. J'ai pris au moins 2 heures de temps hier pour analyser tout ça. Et donc, voilà la question que je nous pose. Pensez-vous qu'on peut faire une comparaison entre ces deux situations, la situation du Togo et puis la situation donc de la Côte d'Ivoire. Voilà ce autour de quoi je nous ai invités dans cette réflexion. Merci d'avoir répondu. On n'est pas nombreux à partager. J'invite tout le monde à faire ce geste de partage. Je vais donner la parole à L8. Oui, bonjour mon frère Cyril, bonjour à tout le panel. L'honneur m'est échu d'être le premier à prendre la parole. J'espère que je ne serai pas... Je vais essayer de dire quelque chose vite, oui, parce que je venais à peine de rentrer en ligne aussi et j'ai pas eu vraiment le temps de faire le tour de la question, mais la question qui est posée est de savoir est-ce qu'on peut faire la comparaison entre la situation en Côte d'Ivoire et la situation togolaise. Je dirais oui et non. Oui, on peut faire une comparaison parce que il faut, quand on est dans une situation, il faut essayer d'observer les voisins aussi pour voir comment ils font. On peut toujours tirer profit de ce que les autres font pour améliorer nos situations. Dans ce sens-là, oui, on peut faire une comparaison. Tout à fait. Mais d'un autre côté, comparaison pour comparaison, je dis non parce que le Togolais a tendance à faire de comparaisons. Ça fait, moi je le dis, ça fait des années, mais en ce qui me concerne, ça fait 34 ans que cette lutte-là, que je me suis engagé corps et âme dans cette lutte, et 34 ans, c'est un peu trop. Pour les gens qui ont commencé quelques temps après,
ont abouti, ont passé, ont traversé plusieurs, ont fait plusieurs expériences, mais pour nous, Togolais, on est toujours, on dirait qu'on fait du surplace. Et en ce sens-là, je dirais que le Togolais, bon, une fois j'ai dit dans un de tes lives que le Togolais aime récolter là où il n'a pas semé. Et je n'ai pas été au fond de cette pensée-là, mais et si vous me le permettez, aujourd'hui, je vais essayer de développer un peu. C'est que le Togolais, c'est un peuple un peu calculateur. Le Togolais, c'est un peuple calculateur et le Togolais ne s'engage pas tant qu'il ne trouve pas son intérêt. C'est un peuple intéressé. Et quand la situation arrive, il observe, il analyse, il voit où est-ce qu'il se trouve son intérêt avant de prendre position. C'est ça, foncièrement, le Togolais. Surtout dans le domaine politique, c'est le Togolais. Et on a toujours, tout le monde, on sait, nous savons tout le monde, tous que nous devrions nous unir pour mener cette lutte pour, comment je dirais, comme on dit en hébreu, on dit Benodwe, toi, et pour la vous de toi. Voilà. Donc c'est ensemble qu'on pourra conjuguer nos efforts pour pousser la barque, pour mettre la barque à l'eau. Mais malheureusement, force est de constater que il y a certains qui viennent juste poser leurs mains sur la barque sans effort et veulent laisser les autres le faire. Et ce qui, moi, m'énerve un peu, c'est que il y a des gens qui sont là, ils ne veulent rien faire, ils veulent que les autres fassent le travail pour eux et après, ils sont prêts même à venir évincer ceux qui ont fait plus d'efforts pour prendre la place, pour dire que c'est nous, ce qu'on a fait. Donc, c'est un peu mesquin de la part du Togolais. Hier, j'écoutais un live d'Amron qui disait que le Togolais est un hypocrite. Et je suis prêt à lui donner raison. On est un peu hypocrite sur ce point-là. Le Togolais calculateur, on ne veut pas faire trop d'efforts, on veut laisser les autres, et c'est dans toutes les couches et à tous les niveaux. Même chez nos grands leaders, nos grands soi-disant leaders politiques, c'est la même chose. Ils ne font pas trop d'efforts. Et ben, on a dit en Côte d'Ivoire, c'est une coalition de partis politiques qui ont, Alassane Ouattara a annoncé sa candidature pour le 4e mandat. Ça fait à peine quelques semaines et les dirigeants politiques de l'opposition se sont organisés pour démontrer que non, on ne veut pas de ça. C'est comme ça qu'on réagit. C'est la réaction. La réaction est pour beaucoup en politique. Mais au Togo, on était là quand on changeait la constitution. Exactement, c'est ça. Personne ne peut dire qu'il n'est au courant de ça. Nos politiciens sont là, les partis politiques sont truffés de juristes. Il y a même certains avocats, grands avocats qui sont leaders de partis politiques, mais ils sont là, bras croisés. Ils n'ont nullement alerté le peuple, ils n'ont rien dit. Et pourtant, quand ils sont là, quand on en est à un stade où c'est les partis politiques qui sont en jeu, le peuple observe parce que les politiques attendent les ordres des partis politiques, mais ils sont là parce que moi, à mon humble analyse, je trouve qu'ils sont là à analyser comment est-ce que la situation pourrait leur profiter avant de réagir. C'est ce que moi je pense, hein. Et donc, ils n'ont rien dit. Et après, on est venu nous dire la Constitution, mais tout le monde sait depuis 92 que cette Constitution-là nous a donné, il y a un article dans cette Constitution qui autorise à tout citoyen de réagir quand la nation est dans l'intérêt de la nation est en danger. Mais pourquoi la conférence nationale a été faite en 91, ça fait 33 ans, si je ne m'abuse, que cette constitution l'a écrit et tout le monde sait ce qui est dans cette constitution.
Pourquoi nos dirigeants se sont tus jusque-là et n'ont rien fait? Parce qu'ils attendent, ils sont là, ils attendent que, ça dit que, j'ai dit, l'opposition attend toujours que le pouvoir en place soit le pouvoir qui donne le tempo, mais en politique, celui qui donne le tempo, c'est lui qui mène la barque. Mais il faut que l'opposition aussi donne à un moment donné le ton. Il faut qu'elle amène le pouvoir en place à suivre sa danse. Il ne faut pas que nous, on attende que le pouvoir, mais parce que si le pouvoir donne le ton, c'est qu'il sait là où il va. Mais nous, on ne peut pas savoir. Donc, ils ont leur objectif et ils vont l'atteindre parce qu'ils ont tout préparé. Mais si c'est l'opposition qui donne le tempo, ils sont en mesure de dribbler le pouvoir là où ils ne s'y attendaient pas. Mais au Togo, on attend toujours que ce soit le pouvoir qui donne le ton et puis on fait semblant de réagir, mais après tout, on ne fait rien, on ne fait pas mouche. Donc c'est ça qui est un peu déplorant dans la situation togolaise, bien que ça dure, les gens sont fatigués. Mais encore faut-il que on comprenne que une révolution ou une lutte, c'est pas quelque chose d'un mois. Et souvent, il y a aussi de ces gens-là qui pensent que quand les gens crient comme ça, ils sautent dans la danse et puis 2 semaines après, ils sont fatigués. Ça ne donne rien à leurs yeux. Ils sont fatigués, ils sont démobilisés. Mais quand on est dans ces choses-là, il faut compter en termes d'années. Je dis en termes d'années, mais pas quand même en termes de plusieurs décennies. Ça fait plus de 3 décennies que nous, au Togo, on est là. Et je sais, quand on était au Maquis en 90, que le Moussa Traoré a été défait au Mali. Nous, on était encore on était en pleine grève des étudiants, on était au Maquis, pendant que une histoire d'uniforme scolaire a fait chuter le président Moussa Traoré du Mali. Mais depuis ce temps-là, combien de régimes on a connu au Mali jusqu'à l'AES maintenant? Mais nous, on est toujours là et rien ne se fait. Ça veut dire que, moi j'appelle ça de l'incapacité, de l'incompétence à pouvoir obtenir quelque chose parce que on est calculateur. Et moi, j'ai l'impression même que toute la lutte au Togo a été une arnaque. On nous a arnaqués. Et au moment donné, je dirais, tous les grands leaders là, moi, je n'ai vu personne prendre de l'argent. Je ne dirais pas que quelqu'un a pris de l'argent à qui que ce soit, mais ils sont complaisants avec le pouvoir et ils ne font rien pour vraiment. Quand on veut faire partir quelqu'un et qu'on va manifester à la plage ou on va manifester à Décon, la personne ne se sentira nullement inquiétée parce qu'il n'y a aucune pression sur lui. À Décon, il n'y a rien qui peut le faire fléchir. Mais quand on veut manifester, on va chez la personne. Il faut défier, il faut avoir le courage Mais hier, je regardais un film. Il y a 2 personnes qui se battaient et ils avaient dit, ils étaient au duel et la personne avait dit ceux qui défient la mort restent en vie et ceux qui s'accrochent à la vie meurent. C'est John Wick 4 que j'ai vu. Cette citation-là m'a beaucoup plu. Parce que si nous craignons notre vie, c'est comme ça que les gens meurent. Mais si nous sommes prêts à défier, quand on défie, on a des stratégies de survie qu'on développe automatiquement et on reste en vie. Moi, je ne peux pas dire que moi, je ne suis pas ici pour me vanter, mais moi, j'ai été arrêté en 90, torturé. Mais c'est après que je sois sorti, je sois libéré, que j'ai commencé à manifester parce que je dis, ce qui m'est arrivé ne m'arrivera plus, ne doit plus arriver à quelqu'un d'autre. Donc, il faut se jeter dans le combat et aller jusqu'au bout sans penser à ce qui allait nous advenir. Et nos camarades avec qui on luttait, après on s'est vu, on a dit, si on savait
le risque qu'on avait pris. On savait au départ le risque qu'on prenait. On n'oserait jamais nous avancer, mais on avait à nous cette volonté de faire quelque chose pour notre pays. Et curieusement, tous ceux qui ont lutté là, on ne voit personne, à part Kissi Kissi qui a été député. Tous les autres, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. C'était des universités, c'était... Kissi du CAR au départ. Kissi du CAR. Kissi faisait partie de mon association. Oui. C'est lui seul qui avait... Ça ne veut pas dire que nous autres, on n'était pas des incapables. On était tous des étudiants. On a étudié, il y a beaucoup de juristes, mais les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi tous ces gens de 90, on ne les entend plus? On est là comme des veilleurs, mais nous, notre but, c'est pour le Togo, c'est pas pour notre intérêt. C'est pas pour notre intérêt. Et ceux qui sont des calculateurs, aussitôt, ils ont voulu nous éjecter pour prendre la place parce qu'eux, ils trouvaient que notre position, ils pouvaient faire quelque chose d'autre avec. Donc, c'est comme ça le Togolais. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais comparaison, on peut le faire en tirant le meilleur des autres pour améliorer notre situation, mais comparaison pour comparaison, je crois que nous sommes là à pleurer sur nos propres malheurs et nous sommes les acteurs de nos propres malheurs. Nous devons changer de mentalité et c'est par les conscientisations et les motivations qu'on doit y parvenir, mais la bataille sera longue. Merci pour l'instant. Merci beaucoup, cher René. Ça fait toujours plaisir. C'est effectivement la deuxième fois que tu interviens en développant tes idées et en partageant également tes expériences avec nous. Je pense que ceux qui t'avaient déjà suivi ont trouvé très pertinent tout ce que tu partages et ce que tu viens de partager encore est tout autant pertinent parce que ça apporte beaucoup d'éléments historiques dans nos réflexions. Effectivement, c'est on peut pas. J'apprécie cette expression comparaison pour comparaison n'est pas pertinent. Oui, mais on peut quand même comparer en nous inspirant de ce que font présentement nos amis ivoiriens, et ça va venir encore aussi avec le peuple camerounais. Donc oui, nous faisons du surplace depuis très longtemps déjà, parce que le peuple togolais c'est un peuple tel que tu l'as expérimenté, tel que tu le conçois, un peuple calculateur, un peuple qui aime récolter là où il n'a pas semé, ça dit tout. En tout cas, je reviendrai sur ce que tu viens de développer. Je prendrai beaucoup d'éléments pour nourrir davantage le développement de nos réflexions. Partagez le lien s'il vous plaît. Vous voyez que c'est bien lancé là. Vous voyez que les réflexions sont très bien lancées déjà. Donc celles et ceux qui nous suivent, faites l'effort de partager le lien vers le live. Je veux vous voir réagir s'il vous plaît, chers abonnés. Chers amis, je veux vous voir réagir dans l'espace commentaire et je veux vous voir réagir également en ce qui concerne le partage vers le live. C'est quelque chose qui personnellement me gêne beaucoup parce que ce sont des petits gestes en fait que nous devons garder. Ce sont des petits gestes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je regardais un jour une vidéo avec mes enfants et qui m'ont dit mais papa, mais jusqu'à présent ça fait 2 minutes que tu es en train de regarder la vidéo, mais tu ne l'as pas encore partagée, tu n'as même pas encore mis like sur la vidéo. Mais comment est-ce que quelqu'un peut passer beaucoup d'heures en montant une vidéo et toi tu vas juste et ils m'ont fait cette remarque là. Ça vient du fait justement que à l'école ils ont ces réflexes là, on leur apprend déjà ces réflexes là ici. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Nous aimons souvent participer à des lives, nous aimons souvent regarder des vidéos. Vous savez pas combien d'heures ça nous prend de faire ces trucs-là. Mais pour apposer ou pour poser juste un geste de j'aime ou de partager, ce sont des choses que nous n'arrivons pas à faire spontanément. Donc, je nous encourage vraiment à développer ces réflexes-là. C'est très important. En période de guerre ou en période de révolution, le partage des informations est quelque chose de capital. Donc, je compte sur vous pour réagir dans ce sens-là. Aliou Chak.
Bonjour, bonsoir aux panélistes et bonsoir au docteur Cyril. On peut se tutoyer. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir donné la parole. Et par rapport à la mobilisation ivoirienne, moi je me rappelle qu'on a déjà eu ça au Togo. Je pense que en 2017, le peuple effectivement était sorti comme le fait aujourd'hui le peuple ivoirien. Je pense que les gens étaient sortis. Ils étaient sortis. Moi j'étais impressionné que ce peuple-là à nouveau a pu se mettre encore debout pour lutter contre la dictature que nous vivons au Togo. Mais je pense que la responsabilité est partagée au Togo. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'absence de résultats aussi fait qu'arrivé à un moment, le peuple se dit que tiens, parce que quand tu prends l'opposition, on nous a toujours dit que ben, vous vous levez, demain le régime tombe. Ça, on n'a pas fait comprendre à ce peuple que la lutte peut être longue, donc il faut résister. Donc on a fait tellement rêver à ce peuple que demain, Faure Gnassingbé partira, la famille Gnassingbé partira, que à force de voir qu'on lui ressort les mêmes discours, ben, le peuple est fatigué, il se dit, ah tiens, ben, pourquoi moi je sortirai? La dernière fois on a dit ça, ben, ça n'a pas marché, pourquoi ça marchera aujourd'hui? Et je pense que ce découragement-là, il faut quelqu'un, ou bien il faut changer de logiciel, au fait. Il faut changer de discours, parce que la politique, c'est un rapport de force. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le rapport de force soit du côté de l'opposition au Togo. Et du coup, comme l'opposition n'est pas en capacité de changer le rapport de force contre le régime, donc elle est obligée de prendre les petites miettes que le pouvoir lui donne. Parce que quand j'analyse un peu ce qui s'est passé au Togo, l'opposition, au lieu de lutter contre le régime, a passé du temps à se mettre les pots de banane au-dessus. Quand tu prends par exemple au niveau de Fabre ou du CAR à l'époque, parce qu'en 2013, moi je viens d'Anier, nous on a voulu être candidat de l'opposition dans la préfecture d'Anier. Et on a sillonné avec les gens et on a rencontré plusieurs fois M. Agboibo. Et je dis ceci, Père Asson Agboibo a dit que le pouvoir de Faure n'est pas présent juste parce que il est fort ou bien parce que il arrive à convaincre le Togo. Mais l'opposition aussi a sa responsabilité. Vu que l'opposition passe du temps à dire que tel, il suffit que quelqu'un veut, ou bien il a une idée, il veut disputer, il se dit que tiens, vu que le rapport de force n'est pas de mon camp, arrivé à un moment, peut-être qu'il y a certains de bonne foi. Parce que c'est pas tous qui vont prendre de l'argent. Il y a certains de bonne foi qui disent que tiens, peut-être que c'est possible que je puisse faire quelque chose, donc je vais aller discuter. Et Fabre, je donne un exemple. Fabre a passé le temps à diaboliser tous ceux qui sont allés discuter. Peut-être, on ne voit pas encore de résultat. A passé du temps à diaboliser ceux qui vont discuter parce qu'il n'y a pas de résultat. Et ça, je le comprends. Le jour où peut-être que lui-même s'est dit que tiens, il faut que moi aussi j'aille discuter. Les autres aussi disent, ah, vu que tu traitais les autres de vendus, nous aussi on te traite de vendus. Et je pense que ça ne fait pas sérieux. Pour moi, l'opposition togolaise, si elle veut pouvoir mobiliser comme le fait l'opposition ivoirienne, vu que nous, on n'a pas encore connu d'alternance, on n'a pas quelqu'un de charismatique, à part Jules Christ à l'époque et en 2017, Tikwi Achadam, on n'a pas quelqu'un de charismatique. Moi, je pense que l'opposition là ferait mieux de faire un maillage du territoire, au fait. C'est-à-dire, au Togo, les gens ne votent pas le programme. Le peuple togolais n'est pas, je ne dirais pas, il n'est pas encore dans la révolution. Il faut d'abord qu'il soit évolué entre guillemets, il faut qu'il comprenne les enjeux. Il faut que, vu que le peuple togolais ou la majorité des Togolais votent parce qu'il a son frère, parce qu'il sait que telle personne vient de mon village, je vote. Donc, il faut que les gens, l'opposition arrive à former une coalition des gens qui représentent toutes les préfectures. Quand toi tu vas dans ta préfecture pour mobiliser, on sait que tu viens de leur préfecture, les gens votent. Et la psychologie du Togolais, c'est ça. Lui, il vote parce que c'est son frère. Parce qu'il n'y a pas encore, vu qu'il n'y a pas encore eu d'alternance, les gens, parce que moi, je prends un exemple moi, je suis Tchamba, mes parents ont toujours voté Yadema. Ils ne votent pas Yadema parce que Yadema fait du bien, mais ils votent parce qu'il dit Yadema vient du Nord. Donc, il faut envoyer un de leurs frères pour aller leur parler, vu que s'ils voient que, mon frère est dans l'opposition, parce que pour le moment, ils ne comprennent rien des programmes, hein. Il faut que les gens aillent parler à leurs frères. Il faut que l'opposition se coalise. Il faut que chacun ait
se sentent représentés dedans. Il ne faut pas que quelqu'un se sente exclu. Du coup, si on va parler à nos frères, quand Kipé Achadam a commencé sa révolution, ça a commencé par les Kotokoli. Les gens qui ont fait que la mobilisation a pris en 2007, c'est les Kotokoli. Parce qu'eux, ils voient que c'est leur frère dedans. Si au même moment, Fabre a pu mobiliser les gens à Lomé, ou bien le CAR a pu mobiliser dans le Cloto, aujourd'hui, on ne serait pas là. Parce qu'arrivé à un moment, il faut que chacun aille mobiliser là où il peut mobiliser. Il n'y a pas de bâche. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire, ils ont pu mobiliser. Cela comporte énormément. C'est qu'à la fois, je trouve des éléments très pertinents dans ce que vous dites, et puis je salue justement ces éléments-là, parce que au tout début de votre développement, ce que j'appréciais surtout, c'est que on a tellement fait rêver la chute de ce régime à la population togolaise mais à chaque fois qu'on s'est heurté au mur, on n'a pas fait le bilan, on n'a pas expliqué vraiment les choses à la population. Donc à un moment donné, il y a un découragement, il y a une démotivation qui s'est installée. Mais de là, au fait, à faire la pirouette vers une forme de tribalisation, de régionalisation de la lutte, dans le sens où, par exemple, ANC ou UFC d'alors serait plutôt dans le quadrillage, dans le périmètre donc de la préfecture des lacs de Vaud, etc., au sud, et puis certains du niveau de Palimé, par exemple, comment vous appelez ça, le quart de la préfecture de Hao, tout ça, et puis je pense que est-ce que ce n'est pas un piège, d'autant que nous savons déjà que à maintes reprises, ou pas pratiquement à chaque fois, ce régime au pouvoir, malgré que les gens votent au nord selon des critères ethniques et tout ça, mais ce régime n'a quand même jamais remporté des élections au Togo. Docteur, je pense que c'est plutôt des faits. Quand tu prends le Tikui Achadam, il est présent, sa base, c'est Sokodé. Quand tu prends le cas, quand tu prends RPT Uni, ils ont toujours dit que la causa c'est à eux. Mais vu que c'est eux, il faut utiliser les mêmes armes qu'eux pour mobiliser. Parce que moi, je connais des gens, c'est pas des gens qui ont fait des études, qui étaient à l'université, qui votent Fort Gnassingbé parce qu'ils se disent que, tiens, c'est mon frère. Donc, vu que pour le moment, vu qu'on n'a pas encore connu d'alternance, et la psychologie du peuple togolais, lui, veut voir son frère dedans. Donc, l'opposition, il faut qu'elle fume le poisson par sa propre graisse. Vu que l'opposition, le pouvoir utilise cette stratégie, mais on fait une opposition qui veut changer les choses, qui se donne des objectifs. Tiens, va mobiliser ici. Toi, tu as ta version. Va mobiliser ici. Va mobiliser ici. Quand le peuple aura suffisamment compris, et le jour où ce serait fini avec ce régime, on va venir à une parce que pour le moment, je pense que le Togo est un pays démocratique. Hein, parce qu'on parle de démocratie quand le peuple même comprend les enjeux. Pour le moment, les gens votent, peut-être parce que c'est son frère, parce que c'est son cousin et autres là. Mais vu que c'est comme ça, si c'est ça, donc chercher un parti où chacun se sent représenté, chacun sent que mon frère est là-bas. Donc moi je pense que si on veut changer les choses pacifiquement, ça ne peut être que ça. Si on veut, parce que quelqu'un même, quand on va lors des Évalas, quand les gens vont... Est-ce que je ne pense pas que l'opposition sera acceptée aux Évalas? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse laisser l'opposition s'exprimer ou bien un leader d'opposition s'exprimer lors des Évalas. Je ne crois pas. Donc je pense que vu que c'est cette stratégie, ils disent qu'ils ne sont pas tribalistes, mais dans leur manière de faire, c'est du tribalisme. Le pouvoir en place a toujours... Moi, je fais partie du Nord. Et moi, j'ai vécu à Sokodé. Je suis né à Niamey, j'ai vécu à Sokodé. J'ai compris ce que les gens disent. Les gens votent parce que les gens ont voté à Sokodé, Folie, unir à l'époque, parce que Folie Badi était là-bas. Parce qu'ils voient que leur frère est là-bas. Donc, si c'est ça, l'opposition aussi n'a qu'à changer de stratégie. Dire que, vu que le peuple n'a pas encore suffisamment compris les enjeux de la démocratie, qu'on forme un État, et un État, il n'y a pas de tribalisme, mais la réalité est que c'est sur ça que les gens, le pouvoir s'appuie pour essayer habitat d'éternellement au pouvoir. Je pense qu'il faut mettre ce paramètre dans l'équation. Il se dit, ah tiens, toi va mobiliser ici, va mobiliser à Kulto, va mobiliser ici, va mobiliser ici, va mobiliser à Sokode, va mobiliser à Tchamba. Et le jour où on se réunit, on se dit, tiens, il y a une manifestation de nom. Il y a une manifestation à Sokode, à Tchamba, à Bafilo, à Badou, à Anye, ce régime comprendra. Mais tant qu'il n'y a pas ça, moi je pense que ce serait un peu difficile. Je ne désespère pas. Moi je pense que
je ne désespère pas, mais je pense que si on procède comme ça, ce serait bon. Et je salue votre initiative parce que c'est une initiative d'analyse et comment dire, pourquoi de prendre en compte ce qui n'a pas marché et de corriger les choses, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci mon cher Aliou. C'est plusieurs éléments très intéressants dans votre développement. Nous sommes en train donc de réfléchir autour donc de la mobilisation que nous avons vu nos amis, nos confrères, nos frères ivoiriens faire le samedi. Donc c'était hier. Donc cette mobilisation citoyenne, donc dans ce qu'ils ont appelé le Front commun, donc qui réunit les grands partis politiques de l'opposition du pays, mais notamment le parti du président Gbagbo, Laurent Gbagbo, et puis le PDCI, donc le PPACI de Laurent Gbagbo, et les PDCI RDA, donc de Thiam. Donc, nous sommes en train de demander est-ce qu'on peut faire la comparaison de cette situation-là avec la situation du Togo. Et donc, tout à l'heure, c'est Aliou qui vient de nous dire que nous avons déjà vu le peuple togolais faire cela. Mais je dois avouer que ce que nous avons vu les Ivoiriens faire, ça, c'est peut-être juste une annonciation. Hein, c'est juste un début parce que là, on nous a pas montré que c'est dans l'ensemble, c'est surtout le territoire ivoirien. Ça, c'est juste beaucoup plus à Yopougon. C'est vrai quand même que les gens sont descendus jusqu'à Abidjan. Mais si ça doit continuer, ce serait encore beaucoup plus massif que ça. Mais donc, Aliou disait que nous avons déjà vu ça aussi au Togo, mais il semble que nous ne tirons pas vraiment d'enseignements, de leçons de ce que nous expérimentons au Togo. C'est intéressant, continuez à diffuser, à papoter, mettez papoter, disons, good live, papoter s'il vous plaît, et puis celles qui viennent de nous rejoindre, partagez le lien vers le live, c'est très important, je vous invite à le faire, c'est un geste simple, mais un geste civique que nous ne devons pas négliger de faire. Togovi Tite. Oui, Togovi Tite. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde aussi. Bonsoir. Je vais rejoindre un peu, ou bien presque en grande partie, l'intervention de notre grand frère R8. Il a touché beaucoup de points très sensibles sur la question de la personnalité du Togolais que nous sommes. Cette personnalité-là, sur laquelle on ne travaille pas dessus pour pouvoir aider notre pays à sortir de l'ornière. Et quant à ce qui, il avait dit que oui, il faut comparer. Oui, peut-être pour en tirer quelque chose dedans, pour en faire, mais depuis la chute de Blaise Compaoré, nous n'avons plus, le Togo n'avait plus de voisins compagnons de lutte qui mènent le même combat comme lui. Nous sommes redevenus seuls dans la sous-région avec une situation très particulière. Et moi, ça m'étonne quand déjà hier, on voyait des gens commencer à faire cette comparaison avec le cas du Togo. Et ça prouve à suffisance que nous n'avons rien compris des maux que nous souffrons même chez nous, sur la terre de nos aïeux. Parce que non seulement la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, c'est un pays quand même qui a amorcé un minimum de démocratie. Tout à fait. Où nous n'avons pas les mêmes réalités. Le Togo n'a jamais connu l'alternance et on n'a jamais commencé un processus démocratique depuis que on a voté notre constitution en 92 et ils ont braqué. Ça, au même moment, nous n'avons pas amorcé ce processus démocratique-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, prendre un cas
dans un pays comme parce que les gens ont toujours cette tendance quand un événement s'est produit dans un pays voisin, on essaie de comparer ça à notre pays, mais alors que nous oublions que nous n'avons pas les mêmes cas. En Côte d'Ivoire la fois passée, il n'y avait pas une manifestation interdite. Et aussi, la manifestation a été d'abord interdite au départ, mais bon, ils ont fini quand même par accepter, hein, parce que c'était vraiment le 2 août qui devrait faire la manifestation. C'est ça. Exactement. Et nous avons en Côte d'Ivoire des acteurs politiques très matures. Tout à fait. Très matures. Et on a même un ancien président en plus. On a un ancien président. On a une opposition organisée et financièrement assise, avec des membres, déjà il faut déjà voir comment les débats se mènent sur la question politique sur la chaîne NCI et comparer à ce qui se passe chez nous à New York TV. Donc cette comparaison là déjà il y a pas match. Et il faut regarder quand quand l'opposition togolaise, quand je dis nos opposants, je suis en train d'exagérer, quand l'opposition togolaise doit organiser par exemple juste une seule conférence de presse, il faut voir déjà le décor. Le décor ne montre même pas du sérieux en plus. Exactement, c'est ça. Mais quand vous voyez, il y a Charles Blé Goudé qui doit organiser une conférence de presse, vous voyez déjà la logistique qui est mise en place, le décor et tout. Je sais pas, c'est alléchant. C'est alléchant. Donc, voir des mondes comme ça se lever pour faire une marche pacifique en Côte d'Ivoire, et on commence à dire, bon, nous, on peut faire, oui, c'est parce que, voilà. Oui, c'est vrai, nous avons nos leaders politiques qui ont un peu plus des rancunes envers l'autre et qu'on appelle l'ego, le conflit de leadership qui est là et ainsi de suite. Mais, comme l'autre l'avait dit, qui ne sont pas, on ne peut pas dire que, parce que moi aussi, j'ai pas preuve qu'il y a quelqu'un qui est parti prendre de l'argent et ainsi de suite, mais qui sont trop soumis. Oui, et qui évolue, et bon, ils veulent évoluer, faire plaire au régime pour avoir sa place. C'est les combats comme ça on mène. Donc aujourd'hui, dire que il faut comparer, c'est parce que le Togolais ne voulait rien faire à cause de ça. Bon, voilà l'Ivoirien qui est sorti, ils sont sortis nombreux et des comme ça. Nous n'avons pas les mêmes réalités en réalité. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Les réalités ne sont pas les mêmes. Il faut pas trop aller vite. Et nous sommes trop émotionnels dans nos comparaisons. C'est qu'on fait, hier, on voit déjà les gens sont émotionnels, ils font des trucs, mais c'est tout un travail qui a été fait là-bas. Excellent, mon cher Togovi Tité. Donc, Togolais, lève-toi comme un seul homme. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous ceux qui interviennent, tous ceux qui sont intervenus jusqu'à présent, Lutte, Aliou et puis Togovi Tité. J'apprécie la qualité de nos échanges parce que on est vraiment centré autour de la première question tout au moins, ce que j'ai posé sur le caractère comparatif. Si on peut comparer la lutte togolaise avec la lutte ivoirienne, et vous soulevez vraiment des arguments très intéressants. Aliou a dit quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, même aussi elle lutte à un moment donné a dit mais et où mes vogakea, mais à un moment donné on peut parler d'un sentiment d'incapacité ou d'incompétence finalement au Togo. Et l'incapacité que nous reprochons aujourd'hui au régime en place se trouve également dans nos rangs, se trouve également dans le rang de l'opposition togolaise, se trouve également dans le rang de l'ensemble de la société civile. Et Aliou disait que chaque fois que on a fait cette lutte là avec le discours que le régime va tomber, mais le régime ne tombe pas, à un moment donné il y a un sentiment de démotivation, de découragement qui finit par s'installer.
je me dis, est-ce que souvent c'est même pas le piège pour nos leaders politiques? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se rendent compte que malgré les stratégies, les méthodes qu'ils mobilisent, qu'ils déploient, ben ça ne marche pas, ça ne semble pas marcher. À un moment donné, ils se disent, ben bon, voilà, à un moment donné, il faut que je vive aussi. Je veux pas mourir dans cette lutte-là comme ça, sans me construire une belle maison, sans me donner un minimum d'avenir. Donc, on finit par se rallier, par se soumettre à ce régime d'une manière ou d'une autre. Bon, bref, on peut lancer plusieurs raisonnements à travers ça. Mais ce qui est quand même intéressant jusqu'à maintenant, c'est que tous vos développements sont bien centrés sur la question que j'ai posée. Et là, Togo Visite qui vient de toucher de doigt la question aussi de la personnalité du Togolais, que elle lui aussi a soulevé tout à l'heure. Je vais donner la parole à Déjà Frappé et je vais faire monter d'autres personnes dans le panel. Alors, docteur, merci aux autres compatriotes qui ont parlé tantôt. Oui. Et j'apprécie vraiment la discipline qui règne ici. C'est important que on commence par mieux structurer les opportunités de communication qu'on a, qui sont très rares actuellement au pays. Donc, tout d'abord, pour moi, dire que voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et se mettre en même temps à critiquer, à espérer la même chose du peuple togolais actuellement, c'est trop demandé. C'est trop demandé. Parce que déjà, ce que le peuple a vécu depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, ça a laissé des séquelles, des traumatismes assez avancés. Alors moi, déjà, le nom que je pense, je ne l'ai pas porté par hasard, c'est parce que chez nous, moi je vais le dire à Bain, on a vécu des choses. Oui. Et je comprends parfaitement mes autres frères qui sont restés au pays, qui aujourd'hui disent, mais actuellement, j'ai des enfants, je ne suis pas capable de sortir. Pourquoi je vais sortir prendre des risques alors que j'ai des jeunes enfants? La génération qui est... Oui, c'est ça. Vérifie, il y a un peu de bruit autour de toi. Je pense que c'est Sam qui n'a pas fermé son micro. Hein. Ok, je vais le bloquer. Oui, ok. Vas-y. Oui, c'est bon. Je disais que la génération actuelle qui se trouve dans la situation où on est, là, où il faudrait réagir, réclamer ses droits, cette génération, elle est complètement à terre. Parce que les jeunes de 20 ans qui n'ont pas eu de vécu dans tout ce qui a été soulèvement politique de part et d'autre dans les années 90, 2005, 2017, actuellement, cette jeunesse-là a perdu la tête. Le mot est un peu fort, mais il a perdu la tête. C'est une jeunesse où la dépravation est à son paroxysme. La distraction a atteint un degré pas possible. Et ce qui fait qu'on ne peut pas se mettre à comparer les deux situations, c'est que les partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire, non seulement ils sont bien assis, les dirigeants ont une certaine personnalité assez admirée de part et d'autre à l'interne comme à l'international. Ils ont des moyens de communication pas possibles. Ils ont des télévisions, ils ont des radios. Le travail a été fait de façon très planifiée, très structurée. Dans notre cas, je ne me rappelle pas, peut-être que je vais me tromper, mais je ne pense pas qu'il y a un parti politique qui a une chaîne à lui. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être sur TikTok et écouter tout ce qui se dit. Le peu de personnes qu'il a, après, il passe à autre chose, il doit aller chercher son pain. Donc, la génération actuelle qui est au pays, sur qui on compte pour porter n'est pas assez motivé pour aller faire face à ce système qui est en place, ce système qui torture, qui a déjà leurs grands frères, qui a déjà vu des frères arrêtés, qui a vu déjà des frères torturés. Quand même, oui, en Côte d'Ivoire, il y a eu des situations compliquées où ils sont arrivés à des outils de jardin pour se défendre. Nous, c'est un peuple qui souffre en silence depuis, je dirais, 3 décennies, quoi. Hein? Un peuple qui manque de nourriture, qui manque de soins, qui manque d'éducation. Parce que jusque-là, les intellectuels togolais ont démissionné la plupart. C'est pour ça que je tiens à vous féliciter. Vous féliciter pour l'effort que vous avez fait de donner votre temps pour écouter le peuple togolais, d'apporter votre pierre à l'édifice. Nos intellectuels ont démissionné. Tu vois les professeurs d'université là qui viennent, des professeurs de droit, qui disent à leurs étudiants,
Ce qu'on vous dit ici, là, c'est pas ce qui se passe. Ne vous attendez pas à voir ça dans la réalité. Il y a un problème. Il y a ce problème de manque d'honnêteté intellectuelle au Togo. On sait tous que dans les mois passés, certains professeurs d'université se sont amusés à parler de colloques scientifiques sur les œuvres de Yadema. Tout à fait. Je suis désolé, mais quand des professeurs d'université, ceux qui sont censés éclairer cette génération, censés réclamer ses droits, se mettent à avoir des discours, à tenir des postures de ce genre, ce n'est pas motivant du tout. Bon, à ça, j'ajoute aussi l'aspect en termes de communication, de sensibilisation toujours. La plupart de la population togolaise, je dirais 70-80% là, ont une certaine religiosité. Tout à fait. Et le drame pour nous, c'est que nos responsables religieux là, la plupart ont failli. La plupart ont failli. Moi, j'ai écouté un des prélats ivoiriens, le cardinal sortant, qui a eu le courage de dire « Il faut savoir partir ». Sans crainte. Il a dit ça à cœur ouvert. Et puis, ça a été accueilli par les gens, les leaders politiques, comme les leaders religieux qui étaient là en ce moment. Mais sur notre territoire actuellement, à part l'effort de Monseigneur Baudreau, quel responsable religieux a encore le courage de porter les mots, que ce soit un pasteur, que ce soit un imam? Donc, tous les bases sur lesquelles cette génération-là, qui est encore active au Togo, doit se raccrocher pour se lever, pour réclamer ses droits, n'y est pas. Actuellement, là où on parle là, de ce qui s'est passé du 6 à aujourd'hui, dans mon quartier, nos frères militaires sont toujours là, hein, ils dorment là 24 heures sur 24. Ils sont remplacés à chaque 5-6 heures. C'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut demander à un jeune maintenant, qui n'a pas trouvé à manger, qui ne sait pas comment est-ce que l'année scolaire sera là l'année prochaine sera là pour lui? On lui demande de sortir dans de tels contextes. Donc, pour moi, en conclusion, le peuple togolais n'est pas lâche. Et j'estime que si toutes les conditions étaient réunies, c'est-à-dire en matière d'information, en matière de discipline, en matière d'éducation, on est capable de faire plus. La population ivoirienne est à plus de 30 millions. Nous, on est à 9 millions. Donc, c'est pas la même chose. On n'est pas des peureux, on n'est pas des lâches. Oui, tous ces aléas manquants dans notre situation politique actuellement sur le territoire ont fait qu'on est rendu là. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Déjà frappé, ça me fera vraiment plaisir de t'avoir bien souvent dans nos panels ici. Pour ceux et celles qui nous découvrent en cours de route, vous savez que nous avons quand même une exigence, une éthique de discipline que nous appliquons ici parce que nous considérons, et c'est comme ça au fait que je suis arrivé sur TikTok, c'était mes premiers appels, en lançant l'appel à deux corps, à deux couches de la population, que sont les intellectuels et les leaders religieux. Et ça me fait vraiment plaisir que tu as touché à ça, déjà frappé, tu as touché à ces deux points-là parce que dans un de mes posts vidéo, j'avais dit que la lumière d'une nation vient d'abord des intellectuels et des religieux, des leaders religieux. Et je disais donc dans ce post live-là, dans ce post vidéo, que lorsque ces deux lumières sont éteintes, le peuple est laissé à l'aveuglement, le peuple est laissé dans les obscurités. Et tu l'as dit d'une autre manière en disant que les bases sur lesquelles est assis la génération actuelle, ces bases sont faussées parce que quelque part, il faut le dire, je vois certains commentaires qui disent ce sont pas tous les intellectuels qui ont démissionné. Oui, on comprend la tournure de langage, on comprend les nuances, mais nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Il y a des gens qui sont intègres. Je veux pas qu'on mette tout le monde dans le même panier, mais pour la grande majorité, comprenez ça comme ça, nous avons démissionné. Et au niveau des leaders religieux, ça c'est encore autre chose. Et je peux vous dire, en partageant quelque chose d'intime à vous, que l'une de mes réflexions, l'un des points centraux de mes réflexions, c'est sur cette démission même des leaders religieux. Parce que aujourd'hui,
la religion joue juste un rôle sociologique, hein, beaucoup plus sociologique dans notre pays, même si dans le sens où c'est juste un endroit où les gens vont aller déposer leur désespoir, vont aller déposer leur errance existentielle, leur souffrance existentielle. Et que, plus que ça, on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas suffisamment d'efforts. Mais quand on dit ça, ça touche très 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 vite à la sensibilité du Togolais. On pense qu'on est contre on n'est pas croyant, on est contre ceci. J'ai vu certaines réactions sur Facebook il y a quelques jours. Oh non, mais l'Église est sage, l'Église a été toujours patiente et tout ça. Mais l'Église a toujours été patiente, mais on voit des choses se vivre ailleurs. On voit des choses se vivre ailleurs. Et la réflexion que je faisais hier, c'est que, vous savez, on peut tout mettre sur le compte de la peur. La peur est l'une des 6 émotions de base sur laquelle on peut tout mettre. On peut mettre la prudence excessive sur la peur. On peut mettre la sagesse sur la peur. Non, je ne réagis pas encore. J'analyse les choses. Je prends du recul. Or, au fond de ça, c'est la peur. Dans le fond, c'est la peur. La peur est l'une des émotions de base qui est capable d'être sur laquelle on peut tout mettre. Et c'est ça que tu viens de... Et j'étais là dans le lit hier, j'étais en réflexion, je dis, mais je réfléchissais sur le cas de l'ANC en Afrique du Sud, avec les leaders religieux qui sont intervenus. Et j'étais là, je dis, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas avec nos religieux au Togo. Ils sont infiltrés, ils sont corrompus, il faut dire les choses. Il faut pas avoir peur de dire les choses entre nous. Et ces éléments que déjà Frappé a évoqués dans son raisonnement, dans son argumentaire, il faut qu'on ose dénoncer, interpeller justement les responsables de ces sphères de notre société. Merci beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as développé. La génération actuelle porte encore des blessures, a été témoin de la souffrance traumatique donc de leurs aînés. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils se sont versés dans le divertissement, dans un désintérêt politique finalement par rapport à la chose politique, par rapport à la gestion de la cité. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. On continue notre cheminement de réflexion. Je donne la parole à Sam. Sam, est-ce que tu es prêt? Sam. Si Sam n'est pas prêt, je donne la parole à 722 Accra. Oh, désolé, docteur. Et je ne suis pas en mesure. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Et oui, vraiment, je vous apprécie. Je vous écoute, j'aime vous écouter. Je ne suis pas éloquent. Mais non, n'allez pas jusqu'à ce niveau-là. Ah ben si, non mais. D'ailleurs, si c'était le cas, l'éloquence, ça se travaille. Docteur, il n'y a que nous, de l'extérieur, qui pourrons dire qui nous avons en face de nous. Ok. Si vous le savez pas, moi je vous le dis. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime vous écouter. Et je viens de m'asseoir, je vous écoute. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer dedans. Dis donc, restez toujours quand même avec nous dans le live. Oui, ouais. Merci beaucoup, mon cher. Ouais. Non, mais c'est bien, trop bien ce que vous faites. Et je ne peux que vous saluer. Et j'aimerais, j'ai déjà posé cette question. Oui. Est-ce que étudier rend con? C'est une question. Docteur, si vous voulez, vous pouvez me répondre. Je descends. Ça, c'est une très bonne question. Je me ferai le plaisir d'y répondre, mais peut-être en petits morceaux. Oui, à un moment donné, c'est important de préciser ça. Les études ne font pas de nous tous des gens intelligents. Les études ne font... Normalement, c'était ça, au fait, le but, en partie. Mais les études ne font pas de nous tous des intellectuels, ne font pas de nous tous... Il y a des gens juste qui ont été formés, qui ont été formatés par les études. Mais de quelles études parlons-nous? Même ça, c'est ça aussi la question. De quelles études parlons-nous? Des études sur des formats, sur des curricula postcoloniaux tels que nous les vivons encore dans plusieurs pays africains, notamment au Togo, où
On est vraiment à des années de lumière là, on est des années de lumière du développement de la connaissance. Donc oui, aller à faire des études ne permet pas de dire que tout le monde du coup devient intellectuel, devient des gens intelligents. Non, absolument pas. C'est la faute à notre système, hein. C'est la faute à notre système en grande partie, mais or le Togolais a ce don en lui, ce don naturel quand même d'être un peu plus intelligent, mais ce régime a tout fait quand même pour qu'on regresse intellectuellement au cours de ces dernières années. Moi, je fais partie des dernières générations quand même qui ont bénéficié de cette aura à l'international, que quand vous arrivez quelque part, en France, en Amérique du Nord, on dit « Ah ben oui, mais on sait quand même que les Togolais sont des gens très intelligents. » Mais aujourd'hui, c'est plus totalement le cas. On a perdu ce crédit-là, on a perdu cette aura-là. Et c'est à nous donc de travailler pour restaurer ce don que la nature nous a fait. Donc malheureusement, non, il y a l'école parfois fabrique des crétins là. L'école fabrique parfois des gens qui voilà, des fois quand vous écoutez des gens qui n'ont pas été à l'école, c'est mieux que leur raisonnement, leur sagesse, leur intelligence sont vraiment en avance sur des gens quand même qui ont été à l'école. Donc malheureusement, moi j'aurai l'occasion de répondre en brique par brique à cette question très 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 pertinente. Donc c'est un gros questionnement. Alors Je peux placer oui. Ok, merci docteur. Je vais descendre parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai déjà dit. Je vous apprécie, je vous écoute, j'aime vous écouter. Votre éloquence m'attire à chaque fois. Donc voilà. Merci. Je vous dis, je reste en dessous, mais je vous écoute, je vous suis. Tout le monde qui intervient ici fait des efforts. Et merci une fois encore, cher René. En tout cas, merci pour ces compléments que je reçois bien souvent. Et j'ai fini cette semaine, j'ai donné une conférence en Tanzanie sur le cas d'Amoron. C'est toujours les mêmes remarques et les mêmes compliments, mais c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et puis je rends grâce à l'univers pour ces dons également. Alors Zita, je vais faire un coaching avec le docteur. Zita, mais cette Zita là même là, Zita, c'est que vous mettez en commentaire l'initiale de votre nom de famille pour que je puisse savoir quel type de, parce que je connais beaucoup de Zita, mais cette Zita là, c'est tout le temps. Tu interviens dans mes lives, tu fais beaucoup de choses et je t'apprécie beaucoup Zita pour tous tes efforts, tes commentaires, tu encourages les autres, tout ça, mais il faut quand même qu'on démystifie ton nom là, parce que Zita, dis-moi l'initiale de ton prénom et comme ça, peut-être que je vais me dire, ah oui, c'est cette Zita là en question. Mais si tu ne le fais pas là, je vais quand même t'accabler. Je vais t'accabler. Merci pour vos questions et tout ça. Oui, déjà frappé, tu voulais prendre la parole. Ouais, Ok, merci à tous et à très bientôt. À très bientôt, cher ami. Au frère qui vient de descendre là, j'aimerais dire que Garo Moléa, il est venu ils ont refusé de réfléchir. C'est un choix libre à eux de dire quoi. C'est ça. Sinon, ce que le frère Franck Gwedi a fait là, quelqu'un qui a tenu un discours pas moins de je dirais 3 ou 4 ans en arrière, et puis du jour au lendemain dit ça, et il a choisi de ne plus réfléchir. Mais non, c'est fini. Je classe mon intelligence ailleurs, je vais réagir comme, entre parenthèses, un mouton, c'est tout. Tout à fait, oui, mon cher, déjà frappé, ce que tu dis est vrai. J'ai déjà eu l'occasion de dire ça. Tout de suite, quand moi je l'ai suivi, j'ai dit, waouh, mais le monsieur, il a régressé intellectuellement, parce que sa capacité d'argumentation, c'est même pas son éloquence, en fait. C'est pas uniquement son éloquence, mais sa capacité d'argumentation même a chuté. Et pour nous qui pouvons quand même évaluer rapidement certains indicateurs de l'intelligence, je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Parce que moi, je quittais le Togo, définitivement. Bon, oui, je retournais encore au Togo jusqu'à une date récente. Mais jusqu'en 2014, mais ce monsieur était un modèle pour notre génération. Et quand on l'a suivi, j'ai dit waouh, mais c'est pas possible. Donc oui, tu as totalement raison, cher déjà frappé.
À un moment donné, les gens ont décidé de mettre la lumière de leur intelligence au service du mal. Et souvent, quand c'est comme ça, on chute là. Parce que l'intelligence, c'est quelque chose qu'on cultive, qu'on entretient. Et l'intelligence s'élève vers la lumière divine, vers la lumière de la vérité, lorsque nous mettons cette intelligence-là au service même de la vérité. Et pour que notre intelligence se développe, il faut un minimum d'éthique, il faut un minimum de valeur, un minimum de vertu, un minimum de discipline. Sinon, l'intelligence ne va pas se développer. Or, si on va dans ce régime-là, quelles que soient les raisons qui motivent leur choix, à un moment donné, l'intelligence se corrompt. Donc, l'intelligence regresse. Donc, c'est à ça qu'on assiste. On assiste. Sinon, au Togo, on a vraiment de très brillants intellectuels, de très brillants universitaires. Et quand je dis intellectuels, ne pensez pas uniquement aux universitaires. Il y a des profs de lycée, de collège, qui sont aussi très 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 bons, qui sont vraiment des intellectuels. Des intellectuels, si on les a dans toutes les couches, hein, parmi les artistes. Bref, c'est partout. Intéressant. Alors oui, revenons donc à notre sujet. On est sorti un peu de l'autoroute, mais c'est correct, parfois c'est normal. On revient à l'essentiel. Est-ce qu'on peut comparer la lutte togolaise actuellement avec ce qu'on a vu faire nos amis ivoiriens? Donc déjà frappé à soulever la question des acteurs politiques qui sont respectables et respectés encore en Côte d'Ivoire, mais ce qui n'est pas le cas au Togo. En Côte d'Ivoire, on a des partis de l'opposition, même dans la société civile, qui disposent des moyens colossaux, qui disposent des logistiques en termes de communication, des plateformes de communication qui facilitent vraiment tout ça. Ce qui m'amène aussi à ajouter quelque chose avant de laisser la parole à ceux et celles qui veulent apprendre. J'ai toujours dit que l'opposition togolaise n'a jamais donné du rêve à des intellectuels. Je peux vous dire quelque chose de façon touchante. Bon, ça n'engage que moi, hein, mais moi, je ne vois rien qui me donne envie de m'engager dans un parti de l'opposition aujourd'hui. Je vois rien vraiment qui me motive à le faire. Je suis prêt à donner mes idées à qui veut, hein, à mettre ma modeste contribution au service de mon pays, ce que je fais déjà et que je ferai encore de manière façon certainement plus élevée dans les semaines, mois qui vont venir, mais rien ne me donne envie. Rien ne me donne envie. Et donc moi, je félicite beaucoup nos aînés qui sont des universitaires, qui sont des intellectuels quand même, qui sont dans ces partis-là malgré tout. Mais ces partis, ces organisations de l'opposition politique, dans leur configuration elle-même, ne donnent pas de l'envie à la jeunesse, ne donnent pas de l'envie aux intellectuels. C'est vraiment regrettable. Alors, qui prend la parole? Aliou. Oui, merci beaucoup. Et moi, je pense que le succès des manifestations ivoiriennes aussi s'explique parce que ces partis organisateurs de ces manifestations ont déjà été au pouvoir. Ça aussi, il ne faut pas négliger. Donc, ils se sont constitués, c'est-à-dire ils ont eu des moyens. Peut-être qu'un village a été électrifié par Gbagbo et ce village-là se sent redevable. Et au demain, peut-être que Ouattara n'a rien fait là-bas. Si demain Gbagbo donne un mot d'ordre, ces gens-là vont se lever. Donc, il ne faut pas aussi négliger le fait que ces opposants de la Côte d'Ivoire ont déjà été au pouvoir et ils ont déjà exercé le pouvoir. Et je pense que vous disiez aussi par rapport aux religieux au Togo, je pense que le régime s'est toujours déployé à contrôler le religieux au Togo. L'Union musulmane au Togo, parce que moi je suis musulman, l'Union musulmane du Togo a toujours été contrôlée par le régime en place. En 2017, quand les manifestations ont commencé, la ville qui a plus subi, c'est Sokodé. Les militaires sont rentrés dans les mosquées pour frapper des gens. L'Union musulmane du Togo n'a jamais sorti un communiqué pour condamner. L'imam Hassan Moula a été en prison en 2017
l'Union musulmane n'a jamais sorti parce que le président de l'Union musulmane, Ibrahim Iroussa, est nommé par le président de la République. Donc, sur ces religieux, sur ce plan, je rends hommage à Kodjouro et à certains de l'Église catholique qui, de temps en temps, sortent des communiqués pour déplorer des morts et autres là. Mais sur ça, je pense que l'Union musulmane, moi, je ne compte pas sur elle. Je ne compte pas sur l'Union musulmane aujourd'hui pour changer les choses au Togo parce qu'elle a toujours été du côté du pouvoir et ce qui n'est pas normal. Et un jour, je pense qu'un jour, pour corriger tout ça là, c'est l'alternance qui finit. Un jour, si l'alternance arrive, tout ça là serait mis et on ferait table rase et toutes ces institutions religieuses qui dirigent, qui conduisent les hommes vont finir par avoir leur vrai rôle. Mais pour le moment, je pense que l'Union musulmane, c'est un béquille de l'État, quoi. Et je pense pas qu'il puisse changer quelque chose au Togo. Tout à fait. C'est très intéressant. Il y a la question vous soulevez la question d'héritage politique qui influence la mobilisation en Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui a déjà connu l'alternance et comme l'a dit déjà Frappé, il y a un processus démocratique quand même qui est avancé. Je pense que c'était même toi-même qui avait dit ça. Il y a un processus démocratique quand même qui est avancé en Côte d'Ivoire et quoi qu'on puisse dire d'Alassane Ouattara, il y a cet héritage-là qui n'est pas aujourd'hui à l'eau, quoi, en fait. Donc, les gens savent s'appuyer sur ces éléments historiques-là, sur ces héritages-là pour se sentir concernés par la situation donc de leur pays. Et c'est important. Mais malheureusement, au Togo, comme l'a dit quelqu'un, mais le régime a infiltré toutes les couches, a infiltré les grands piliers, a infiltré la religion, a infiltré le secteur universitaire, le secteur intellectuel, éducatif et tout ça. Malheureusement, mais moi je me refuse de théoriser sur la notion de la lâcheté togolaise, hein, et c'est ce que je disais tout à l'heure déjà Frappé, et c'est ça qui m'a beaucoup blessé dans mon âme. Hier, quand j'allais de live en live, j'observais simplement les gens. Je prenais tout simplement le temps de regarder dans les commentaires, aller jusqu'à penser que le Togolais c'est un lâche, le Togolais moi ce sont des choses qui pour moi sont des symptômes de notre mal. On ne croit plus en nous, quoi. On ne croit plus en nous. Penser que nous sommes des peureux, des lâches. Pour moi, je pense même que ce sont des gens qui reprennent. À un moment donné, le régime, je suis tenté même de dire que ce régime-là n'a même plus besoin de faire quoi que ce soit parce que nous-mêmes, on reprend les slogans, on reprend le discours, latent, le discours de ce régime-là. C'est que mais nous-mêmes, on sert le régime. Quand vous passez de live en live, vous mettez dans les commentaires, on est des lâches, on n'est pas prêt pour la révolution. Quand on théorise là-dessus, à un moment donné, vous affaiblissez encore davantage les ressorts de résilience, de résistance, le peu d'ailleurs qui reste au peuple togolais. Donc quand on fait ça, c'est un jeu, on appelle ça en psychologie l'identification à l'agresseur. C'est comme on se comportait pratiquement exactement comme notre bourreau, au fait, mais sans s'en rendre compte. C'est un piège psychologique qui est très dangereux. C'est comme une personne qui a été violée, donc vous comprenez, donc qui a été agressée, violée par un bourreau, par un violeur, comprenez maintenant, et qui fait tout pour défendre indirectement le violeur en disant oui, le problème c'est pas lui, mais le problème c'est moi-même, c'est que je n'avais pas porté un mini-jupe ou j'avais pas porté un tel habit, ou si je n'avais pas pris telle route à 18h30 et que j'étais resté chez moi à la maison, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Vous voyez, c'est un discours très très dangereux, très très dangereux. Vous pouvez pas imaginer combien d'articles j'ai encore lu là-dessus hier soir. Je sais ce que c'est, évidemment, mais pour comprendre ça vraiment d'un point de vue politique, pour montrer à quel point nous tombons dans le jeu de l'ennemi, nous tombons dans le jeu de ces régimes-là. C'est ça. Le pourquoi aussi on peut pas se permettre de comparer les deux situations, c'est les moyens de communication. Actuellement, Internet est restreint au Togo. C'est-à-dire ceux qui avaient la possibilité d'écouter des lives maintenant ne peuvent plus le faire parce que il y a une restriction assez avancée de la connexion. Il n'y a pas de radio qui est autorisée à relayer
un temps soit peu ces informations pour la génération des années, disons, 90, 2000, parce que ceux-là, ils sont pas tellement sur TikTok ou sur les réseaux, c'est plus sur les radios, la télé. Or, les médias qu'on a actuellement au pays, là, et il faut juste allumer la TVT, tu écoutes du n'importe quoi du matin au soir. Donc, normalement, si c'est que les partis politiques qui sont au pays avaient des chaînes de communication, genre, on prend exemple, la NC a une chaîne de télévision, par exemple, ou le PNP a une radio maintenant qui émet sur l'étendue du territoire, et qu'une fois que des mots d'ordre ont été donnés, on a la capacité de faire vulgariser ces informations-là dans chaque préfecture, dans chaque langue, ça va vite. En Côte d'Ivoire, ils sont plus, je dirais 70 ou 15% parlent français déjà. Mais chez nous, on est toujours dans nos dialectes. Et c'est pas mauvais en soi, mais les gens n'ont pas l'information, par exemple, en Adja, en Kotokoli, en Moba, de tout ce qu'on dit sur les titres, dans les lives. Donc, en termes d'information à l'interne, on n'a pas les moyens nécessaires versus ce que la Côte d'Ivoire a. Le PPACI ou autre, là, le parti de Bédier que l'autre l'a récupéré, ils ont une télé complètement. Oui, tout à fait. Donc les moyens de communication sont là. Et puis le cas Togo, il ne faut pas négliger l'impact qu'a l'armée sur nous. Oui. Dans les quartiers où ça a levé un peu les 2 dernières fois, c'est militarisé jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ton quartier, les gens ont dû fuir. Les gens ont été torturés. Et certains ont été déjà dans ça. Mais demander à un membre d'une famille qui a déjà eu des situations comme ça, mais ça, attention, il faudrait que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent être capables de se lever. C'est ça. Oui. L'armée ne le facilite pas. Les moyens de communication ne sont pas au rendez-vous. En Côte d'Ivoire, l'armée, on peut tout dire, mais j'estime que c'est un peu plus équitable par rapport à ce que nous on a. Donc, dire que le Togolais est lâche, je suis désolé mes frères, on va dans le mur avec ça là. Tout à fait. C'est un discours qui nous transpose tout de suite là, c'est que met dans le mur, et puis je suis totalement d'avis, et moi je crois toujours à l'intelligence collective du peuple togolais. Ce que nous devons savoir, c'est que cette phase que nous traversons qui est le peuple togolais est en train de vivre une phase présentement, on est descendu très 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 bas, mais si on sait exploiter ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on ira puiser vraiment de nouvelles ressources pour rebondir. Et c'est ça, moi je suis à l'écoute vraiment des indicateurs de ce rebond-là. Voyez, il faut pas penser qu'un peuple n'est pas en mesure de s'auto-libérer ou de se libérer. Et ça, ce discours-là, je l'attends également dans certaines analyses. Vous savez, je peux vous le dire tout de suite, l'une des analyses que j'apprécie beaucoup, c'est Moltra. Mais je me dévie beaucoup de certains moyens proposés, ou tout au moins de la philosophie qui est derrière, et le ton un peu infantilisant qui est derrière, qui consiste à faire penser ou à faire croire que il faut former le Togolais, il faut lui donner, le Togolais est encore comme un bébé, il faut lui faire porter des couches et tout ça. Ça, c'est vraiment, sans s'en rendre compte, une façon de théoriser sur ce qu'on appelle l'impuissance apprise, en fait. Donc, sur le sentiment d'impuissance. C'est un discours qui est vraiment, vraiment dangereux. C'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes situations, mais le peuple togolais saura trouver la voie appropriée pour rebondir et puis pour faire chuter ce régime-là définitivement. Ça doit être une conviction qui nous habite. Mais le chemin pour y parvenir nous paraît flou présentement, nous paraît peut-être relativement long, mais moi j'ai la conviction quand même que c'est à notre génération de le faire, parce que si on ne le fait pas maintenant, ça risque d'être encore plus dur dans les années à venir, et nous devons garder vraiment, vraiment ça en perspective, que oui, nous sommes capables, quel que soit les difficultés, les obstacles auxquels nous faisons face. J'apprécie la personne qui me dit que je suis une bénédiction pour notre génération. Oui, je le crois, et je pense que chacun d'entre nous aussi, à son échelle, est une bénédiction pour notre génération. Merci pour ces compliments. Moi, je n'esquive pas, je ne fais pas fausse modestie en le pensant, mais je crois que nous tous également, nous sommes des bénédictions pour notre génération. C'est à nous de prendre conscience justement donc de ça. Change. Donc, il y a une motion, je ne sais pas si je peux la faire.
Est-ce que je vais d'abord demander la parole à Change Never End d'abord et puis je te reviens à lui. Change Never End. Ok, bonsoir à tous. Docteur. Oui, bonsoir. Oui, il peut donner la motion. Bon, il peut donner la motion, après je fais mon intervention. Ok, d'accord. Ok, allez, tu prends la motion. Ok, merci beaucoup et merci à ceux qui sont en bas et ceux qui pensent, parce que moi je pense que la politique c'est un débat d'idées. Ceux qui pensent que ce régime-là fait du bien, je ne sais pas si le docteur peut me permettre, qu'ils viennent, qu'on débatte. Je pense que ceux qui pensent que ce régime-là est bon pour eux, nous on estime pour le moment, tous ceux qui sont sur le panel estiment que ce régime-là n'est pas bon pour nous parce qu'il n'a rien apporté pour le peuple togolais. Et ceux qui pensent le contraire, qui pensent que ce régime-là fait du bien pour eux, ils peuvent venir, on va débattre. Pour moi, je demande, c'est mon, comment on dit, c'est une doléance que je vous demande. Il faut qu'on les laisse venir, il faut les battre sur le plan des idées. Là, au moins, ceux qui sont derrière eux sauront que, ils ne tiennent sur rien, au fait. Donc, c'est cette doléance que j'avais à demander. Si eux aussi, ils peuvent monter pour dire pourquoi ce régime est bon à maintenir. On pense que c'est pas le cas. Ils peuvent venir. C'est ça. Non, je pense que il faut pas tomber non plus aussi dans les pièges qui nous sont tendus sur les réseaux sociaux, hein, parce que tout le monde se cache derrière des faux comptes pour dixiller des éléments de langage qui viennent des officines que nous connaissons. Donc, mais je ne pense pas que les gens auront le courage de monter dans certains lives pour présenter des arguments pour défendre le bilan de ce régime. Si ce régime-là même n'est pas en mesure de défendre son bilan sur les plateaux de la chaîne Africa One. On a vu les trois mousquetaires de la délégation, donc le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre des droits de l'homme et puis monsieur Afang Bedi. On a vu comment est-ce qu'ils ont défendu médiocrement le régime, s'ils n'ont pas été en mesure eux-mêmes de défendre leur bilan, mais je vois pas qui va prendre le devant pour chercher à défendre l'image narcissique dont est le régime ici, hein. Donc il faut pas tomber non plus dans ce piège-là. Mais oui, je prends cette doléance là. Si certains veulent vraiment défendre ce régime là, s'ils sont prêts, ils n'ont qu'à venir. Je pense que ce sont pas des arguments compliqués à déconstruire ou à battre en brèche en peu de temps là. C'est ça. Donc oui, maintenant change never end. Ok, merci, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Mon intervention vient apporter une petite correction et que le peuple togolais n'a pas peur, en fait. C'est qu'elle n'a pas de garantie. Elle n'a pas de garantie, surtout, elle n'a pas de garantie que si elle se fait arrêter, il n'y a pas une opposition forte qui est là. Il n'y a pas des institutions qui ont fait pression. Ils ont vu des gens arrêtés depuis plus de 10 ans qui sont toujours là et qui savent réellement que ces personnes n'ont rien fait, mais elles ne voient pas des mouvements qui sont portés. Et ces faiblesses-là font qu'elles ne réagissent pas. J'ai dit tantôt dans les commentaires que d'abord, cette opposition qu'on a ne montre pas l'exemple de l'alternance. C'est les mêmes personnes qui sont là depuis des années et qui tiennent tête alors qu'elles peuvent coacher ou bien commencer à accompagner d'autres personnes, avoir de nouveaux visages qui vont apparaître et qui vont continuer la lutte. Ils ne font même pas d'efforts au niveau des injustices qui se passent dans le pays. On augmente le prix de telles choses, ne réagissent pas, ils n'attendent que les élections. C'est ce qui a fait que le 6, lorsque un nouveau visage s'est affiché, la population a réagi parce qu'elle s'est dit, il y a un nouveau vent qui souffle. Ce n'est pas cet ancien vent-là où on a l'habitude de voir comment ça se passe, parce que le Togolais, après tout, il est intelligent, il voit comment les choses se passent, et il s'est dit, ça va réagir. Mais après, vu la manière dont les choses ont évolué, ils ont compris que l'opposition n'a pas suivi, il n'y a pas eu une pression, il n'y a pas eu un soutien qui puisse assurer cette garantie-là. À partir du moment où ils auront cette garantie-là, je vous assure, tout le monde sera dehors. Tout à fait. Parce qu'ils se disent que je salue aussi en même temps la discipline du peuple togolais, parce que c'est un peuple qui est vraiment sérieux, qui respecte les règles, qui a conscience de la valeur humaine et de l'importance du social. C'est pourquoi elle ne va pas jusqu'à enfreindre les règles sociales.
Et je dis, oui, il est possible de gagner même en étant en étant dans des qualités. Mais il faut qu'il y ait des garanties. Il faut qu'il y ait des garanties. On ne peut pas arrêter justement des gens et que ceux-là qui se disent leaders ne réagissent pas et que ce sont les particuliers qui réagissent, qui se font aussi arrêter sans que ces leaders ne se prononcent. Ces seules personnes qui sont prononcées, c'est ceux qui sont hors du pays. Et ce manque de garantie-là ne leur permet pas de faire l'action. Mais ils sont tous dans l'impatience. Tout le monde a ce désir de changement. Mais si on dit, il faut aller, ils vont dire, quand tu m'as eu, il y a une dose, c'est la signe, qui m'a fait, ils vont aller, mais qu'elle a renom. Voilà ce qui a manqué. Alors qu'ailleurs, si on prend la Côte d'Ivoire, ils savent très bien que ce sont des gens réactifs, en fait. Il y a une opposition qui est là-bas, on ne va pas arrêter un militant. Et, par exemple, quand je dis, le président Gbagbo va se dire, on a arrêté un de mes militants, je vais me taire, je vais rien faire. Non, il va tout faire pour que cette personne sorte, parce qu'il sait très bien que cette personne n'a rien fait. Cette personne n'a fait que réclamer ce droit, en fait. Donc c'est comme ça que moi je vois un peu la chose. Après plusieurs analyses, les gens ne sortent pas parce que j'ai dit que, tout d'abord, il y a des infiltrés, il y a des gens qui passent par en bas pour parler, ils se font arrêter injustement. Le poids de la justice, ou bien le poids du cadre judiciaire est très 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 important. Dès que ce cadre-là sera, affiché, ou bien sera fonctionnel, et que les droits de l'homme seront respectés, le Togo va manifester librement ses droits. Et vous avez aussi remarqué un phénomène, c'est souvent pas les réseaux sociaux qui se manifestent, c'est que par là, ils ne seront pas, directement attaqués. Et de surcroît, ils font des faux comptes parce qu'ils ont aussi compris que même pas les réseaux sociaux maintenant, et ces autorités-là cherchent des arguments pour les attaquer. Et pour éviter ce cas de justice-là, ils préfèrent chercher des voies et moyens pour toujours s'exprimer, mais dès qu'ils auront cette garantie-là, dès qu'ils auront cette opposition qui sera vraiment solide, ou bien il y a cette structure-là qui sera là pour vous leur garantir, un certain équilibre de leurs droits, ils vont s'exprimer. Ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas réclamer leurs droits dans une situation de violation des droits, en fait. Donc, ça, c'est mon intervention. Je pense pas ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour ces éléments très, très pertinents que tu avances. Je pense que c'est Heartland qui nous demande, qui nous encourage à papoter parce que je vous ai dit que souvent, moi, ça me fatigue vite de vous rappeler tout le temps de papoter parce que j'aime plutôt concentrer mon énergie sur le développement de vos réflexions, de vos argumentations, de vos argumentaires et tout ça. Mais de temps en autre, je nous le rappelle et puis merci à celles et ceux qui nous encouragent à le faire dans l'espace commentaire. Donc mettez good live, papotez et continuez aussi à diffuser le lien vers le live. On ne va pas être très long aujourd'hui. Ça me permettra de continuer aussi mon repos après, mais il y a un élément très intéressant dans ce que vient de dire Change Never End et puisque elle lutte aussi avait dit qui m'a beaucoup marqué, qui est un élément de réflexion pour moi aussi, c'est que on est arrivé à une phase où si on ne crée pas un discours alternatif, je pense que les gens ne vont pas se sentir concernés, mobilisés par la suite de la lutte, la suite de la révolution. Je pense que le besoin de plus en plus se fait sentir de créer un récit qui fait rêver le Togolais. C'est-à-dire que on lui a longtemps répété le même discours que on va faire tomber le régime, mais faire tomber le régime n'est pas le but définitif. Et qu'est-ce que nous mettons maintenant aujourd'hui dans le nouveau rêve que nous voulons construire? C'est quoi, en fait? Les gens n'auront pas envie, justement, d'aller mourir juste pour quoi que ce soit. Qu'ils voient comme, si vous acceptez cette image-là, comme quelqu'un a montré la terre promise au peuple d'Israël, s'ils voient l'horizon, s'ils voient le cap, comme l'a dit Elud, c'est un peuple qui est calculateur. S'il ne voit pas vraiment son intérêt dans l'affaire, s'il ne voit pas vraiment là où on veut le conduire, il va être encore dans les hésitations. Il va être dans l'ambiguïté, dans l'hésitation. Il est important qu'on lui montre le cap. Moi, je pensais initialement que Amron, après son retour, va
combler, de par son discours, de par ses orientations, sera en mesure de combler, tout au moins en partie, ce vide. Mais il me semble que le vide est toujours encore là aujourd'hui. Le vide n'est pas encore rempli. J'avais eu à dire qu'il nous faudra au moins 3-4 leaders pour remplir ce vide-là. Des gens qui sont charismatiques, qui sont en mesure de nous montrer la vision, de nous montrer le cap. Donc, c'est un vide qui est là présentement. Voilà. Ça, c'est quelques éléments que je voulais ajouter. Donc, tu parlais de garantie. C'est ce que je voulais. C'est la notion de garantie. Le peuple n'a pas de garantie. Donc, le peuple n'a pas de cap, n'a pas de vision. Si on lui montre, de par les moyens de sensibilisation, d'éducation civique et tout ça, citoyenne, si on lui montre cette vision, le peuple est en mesure d'y répondre. Le peuple est en mesure de se mobiliser. Donc, penser que le peuple est peureux, tout ça, c'est pas vrai. Mais si on lui montre cette étoile brillante, là, je pense que oui, le peuple togolais est encore capable aujourd'hui de prendre confiance dans la lutte. Qui prend la parole? Continuons à partager. Est-ce que elle, si vous me permettez. Oui, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci, cher ami. Ouais. Bon, ça suit. Alors, je voulais prendre la parole et rebondir sur un propos que le frère, il est descendu, mais le frère est déjà frappé, ouais, je pense, si je me trompe. Il avait dit que le peuple togolais n'est pas peureux. Bon, vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude, j'ai pas l'habitude de flatter les gens dans le sens du poil, hein. Moi, je ne suis pas complaisant. La complaisance, j'aime pas. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, quelque part, le peuple togolais est portron, est peureux, parce que être portron peureux ou quad, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de ses actions. Ben, si ce que moi je souhaite, c'est que les Togolais soient plus courageux et qu'ils soient plus engagés et qu'ils fassent une lutte de conviction. On ne peut pas faire une lutte de personnes. On n'est pas là d'adouber des personnes, parce que si quelqu'un qui est là à adouber une autre personne, c'est parce qu'il se sent inférieur. C'est même pas bon pour l'estime de soi-même. Il faut une conviction. Dire, qu'est-ce que je fais pour ma nation? Qu'est-ce que moi je peux apporter comme qu'est-ce que je fais pour louanger telle personne, Est-ce que nous, on va toujours être là à louanger des personnes? Et nous-mêmes, qu'est-ce que ça nous apporte, cette lutte-là? Alors, quand mon frère, déjà frappé, me dit, non, le Togolais, oui, le Togolais a fait des choses. Moi, j'ai toujours dit, dans les années 91, les Ghanéens ont louangé l'intelligence des Togolais quand ils ont dit, les Togolais ont utilisé leur intelligence et le stylo pour faire tomber leur régime, ce qui n'est pas, ça veut dire que si les Ghanéens ont dit ça, c'est que nous sommes intelligents, nous sommes un peuple intelligent. Le Togolais, c'est un peuple qui a instruit la sous-région, même la Côte d'Ivoire qu'on a vue aujourd'hui, c'est nous qui les avons instruits. Le Niger, le Mali, c'est les Togolais qui sont allés instruire ces gens-là. Mais ces gens, pourquoi nous, on ne peut pas? C'est parce qu'on n'est pas assez engagé. Alors, où je veux en venir, c'est que il dit le Togolais n'est pas peureux, c'est parce que à l'époque des années 90, il y avait les télévisions, la radio, mais je lui signale que en 90, il y avait que la radio Lomé et à part les journaux qui se sont créés, il y avait qu'une seule télévision et avec une seule radio. C'est après que les radios se sont créées à Lomé. Donc, c'est pas les radios ou les télévisions qui ont facilité la tâche à ceux qui ont fait des mouvements des années 90. Mais tout récemment, j'avais réfuté une demande d'un compatriote qui disait dans les années 90, on faisait des tracts et que je dis, mais à nos jours, on a dépassé le stade des tracts, que on est à l'époque
l'Internet que les TikTok et WhatsApp vont plus loin que là où peuvent aller les tracts. Mais, il faut que quand on est combattant, il faut être alerte et adapter sa stratégie. L'adversaire va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est à nous de contourner ça. Si l'Internet n'est plus accessible, il n'est pas dit qu'il faut s'asseoir confortablement dans son salon et sur son téléphone et faire le combat. Mais il faut aussi trouver, s'il n'y a plus d'Internet, ça veut dire que on n'a pas besoin nécessairement de l'Internet pour faire cette lutte-là. Si l'adversaire en face de nous coupe les moyens que les gens utilisent pour atteindre, pourquoi ne pas retourner à des anciennes méthodes qui ont fonctionné? Je dis, on est à l'ère de l'Internet, mais si l'Internet ne marche pas au Togo, retournons au tract. Écrivez, que les gens aient de l'imagination Exactement. pour commencer à reprendre Tout à fait. Il est les tracts. Tout à fait. Voilà. Pour multiplier, pour contourner l'adversaire. Donc, si on est là, mais on est là, on aime la facilité. Et moi, un combattant ne peut pas s'adonner à la facilité. Moi, je donnerai toujours, ça peut fatiguer les gens, mais je donnerai toujours l'exemple parce que moi, je prêche pas l'exemple. En 90, quand on luttait, on était huit grands gaillards. On était confinés dans une chambre avec un seul lit. Imaginez, pendant 2 semaines. On était confinés. Comment on peut dormir? On ne dort pratiquement pas. Ou on dort assis, ou on dort debout, pratiquement. Mais là, les gens veulent avoir tout un salon, qu'on leur loue une villa, pour qu'ils puissent faire la lutte. Mais c'est pas ça. C'est pas le confort. La lutte, c'est pas dans le confort qu'on le fait. Quand on fait une lutte de conviction, on peut sacrifier toutes choses. On peut sacrifier même, on peut se dénier beaucoup de choses pourvu que la lutte porte. Donc, moi, je veux que les Togolais, je veux pas dire, les Togolais, il faut qu'ils doublent d'initiative, trouver des moyens pour contourner mais si on attend que ce soit l'adversaire qui nous facilite les choses, il nous la facilitera jamais. Et donc, nous devons user de notre intelligence pour trouver d'autres moyens pour contourner l'adversaire et le plan comment je dirais, de surprise, en fait, c'est ça. Le plan de surprise, voilà. Donc, quand on dit que le Togolais n'est pas peureux, moi, je dis que le Togolais est un peu paresseux. Il est un peu paresseux sur le bord. Tout à fait. Moi, je suis plus à l'aise, personnellement, je vais nuancer un peu aussi avec ma compréhension de la chose. Je suis plus à l'aise en disant que le Togolais est devenu paresseux et surtout l'expression, quand tu avais dit, il est prêt à récolter là où il n'a pas semé. Je pense que c'est ça qui résume bien la chose, qui démontre à la fois le côté paresse intellectuelle, l'apathie, c'est-à-dire le manque d'effort, le manque d'initiative de la part du Togolais. Même quand nous disons ça, je pense qu'il faut pas essentialiser. Il faut pas dire que c'est ça définitivement la personnalité du Togolais. Et je donne cet exemple qui est le suivant. Quand nous prenons par exemple les personnes qui ont été traumatisées, quand nous voulons chercher à connaître la vraie personnalité de ces personnes-là, il y a un exercice qu'on fait souvent qui est l'avant et l'après. L'avant, le pendant et l'après. Pardon. On cherche à savoir quelle était la personnalité de la personne avant, quelle était la personnalité de la personne pendant le traumatisme et quelle est la personnalité de la personne aujourd'hui. Si on ne fait pas cet exercice-là, on risque de réduire la personne au traumatisme qu'elle porte aujourd'hui. Et là, on fausse l'appréciation de sa personnalité. Je pense que le même exercice aussi s'impose à nous aujourd'hui. Une personne qui a été exposée à des traumatismes, et dans le cas du Togo, à des traumatismes bien organisés, bien orchestrés, qu'on nous a inoculés pendant plusieurs décennies, cela fausse notre personnalité. Et c'est difficile d'apprécier même notre personnalité d'un point de vue historique. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que une personne traumatisée qui a aujourd'hui peur de sortir, qui a aujourd'hui peur de son bourreau, qui a aujourd'hui peur de son environnement,
n'est pas forcément une personne peureuse, en fait. Voyez-vous? La peur que traîne la personne, c'est un conditionnement. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que vit le peuple togolais, surtout la génération de 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que vit cette génération-là. On a été conditionné à la peur. Mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que essentiellement, c'est-à-dire dans notre essence même, on est des peureux. Non, je ne pense pas. Ça c'est mon point de vue. Oui, est-ce que le Togolais a peur aujourd'hui? Oui, ça c'est clair. On est 100% d'accord avec ça. Et c'est mon point de vue une fois encore. Hein. Vous pouvez me dire si c'est ce que vous pensez aussi. Hein. Vous pouvez le dire dans l'espace commentaire. Est-ce que le Togolais a peur aujourd'hui? Oui, il a peur d'affronter le régime. Il a peur de passer à la confrontation directe. Ça c'est clair. Mais est-ce que dans notre nature fondamentalement, est-ce que nous sommes un peuple peureux? C'est là où je mets quand même un peu de point d'interrogation devant cette réflexion-là. Donc oui, la grande masse ne sait pas faire la différence que je suis en train de faire là maintenant, mais ça c'est des éléments que je veux ajouter à notre réflexion également, d'où justement je vais même aller plus loin et ajouter un élément qui est important. En fait, là où le Togolais est arrivé aujourd'hui, il est dans ce qu'on appelle, vous qui êtes habitué maintenant à moi, vous savez que je peux donner des termes beaucoup plus techniques, mais les expliquer également. On est dans une dissonance cognitive. Je vous donne un exemple. Je souffre, mais je ne bouge pas. J'ai faim, mais je ne me lève pas pour aller chercher de quoi me nourrir. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Je sais que le pays est en lambeaux aujourd'hui. Je sais que le pays est bléquinquin, je sais. Mais je n'arrive pas à trouver la force, l'énergie, la volonté pour aller changer quoi que ce soit. Je sais que je suis malade, mais je ne vais pas à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle la dissonance. Donc c'est un traumatisme qui crée une dissociation, une fracture dans la mentalité du peuple togolais aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis souvent que on est arrivé à un niveau aujourd'hui de la lutte où si on n'intègre pas ces données-là et qu'on analyse les actualités uniquement d'un point de vue politique, d'un point de vue sociologique, on risque de passer aussi à côté de l'essentiel. Parce que le peuple souffre vraiment dans son âme même. C'est plus vraiment une blessure au niveau sociologique. Même dans son âme, le peuple souffre. Sa personnalité est abîmée. On nous a déshumanisés dans notre être profond. Donc ces éléments-là, nous devons pouvoir les prendre en considération pour définir les stratégies pour contrer l'adversaire, pour contrer le régime qui est en face de nous. Donc c'est en cela que je dis, si je dois résumer, est-ce que le Togolais a peur dans la situation actuelle? Le Togolais, il a peur. On ne peut pas nier ça. Mais est-ce que nous devons essentialiser en disant que nous sommes de nature peureuse? Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, la preuve est que, cher René Lutte, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit absolument. Non, je fais vraiment la différence parce que j'ai déjà eu l'occasion de te suivre et de connaître à peu près comment tu développes ton expérience et que tu partages ton expérience. La preuve est que vous étiez 8 à l'époque, vous étiez pas grand monde à l'époque, mais vous avez fait des choses extraordinaires. Et vous nous l'avez laissé, ou des générations avant vous-même d'ailleurs, l'ont laissé dans le monument des morts. Peuple togolais, souviens-toi rappelle-toi que c'est par tes efforts, par tes sacrifices, par ton courage. Donc un peuple qui a déjà eu le courage dans son histoire d'affronter les colons et d'avoir remporté des victoires, c'est quelque chose qui est déposé dans notre histoire, dans notre personnalité historique. Donc ça, on peut pas vraiment le nier. Mais, comme l'a dit, je ne me rappelle même plus, je pense que c'est déjà frappé, les générations actuelles, on sait comment ces générations ont été conditionnées sur des bases erronées. Et c'est ça, à mon avis, des choses à mettre en avant. Donc on est vraiment malade. Il y a un problème là, il y a un gros problème là. Et je vous invite, et j'invite vraiment à partager nos idées. Évidemment, je suis d'accord que tout le monde ne viendra pas dans notre plateforme ici, mais il faut qu'on arrive à nommer le mal à un moment donné. Il faut qu'on avance des idées, mais il faut qu'on arrive à nommer le noyau, le syndrome. Il faut qu'on arrive à le nommer.
Sinon, on va être dispersé, on va être vraiment dans un désert perdu et puis dans la confusion totale.